Live. Bonjour à tous. On va attendre 2 minutes que les derniers participants arrivent. Pour que le nombre monte rapidement. Voilà. Les gens arrivent, les gens arrivent. Ah, ça y est, ça veut bien marcher. Juste aller répondre sur le chat. Alors, everyone. À tous. Bah écoute, Charles, je te propose de commencer, non? Parfait, parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce webinaire sur la santé, un thème assez large et je vais laisser Sylvain avancer un petit peu plus là-dessus d'ici quelques minutes et je vais demander à tous les candidats, à tous nos panélistes de se présenter. Mais juste avant, j'aimerais rappeler à tous les participants, donc je vais regarder le chat, nous poserons toutes les questions à la fin, donc n'hésitez pas à commencer à les mettre au fur et à mesure. On y reviendra à la toute fin du webinaire pour répondre à vos questions. Voilà. Ah bah, thank you là. Allez, qui commence? Alex, tu te présentes? Yes. Donc moi, bonjour, Alexandre Navarro, je suis le vice-président de la Chambre de commerce de l'Ouest Florida. Je suis aux États-Unis depuis maintenant 6 ans et je suis entrepreneur. Voilà pour moi. Isabelle? Alors moi, c'est Isabelle Guglielmi. J'habite au Kansas, dans la banlieue de Kansas City. Je suis aux États-Unis depuis 13 ans. J'ai atterri d'abord dans la baie de San Francisco et puis ça fait 11 ans que je suis ici. Je suis à l'origine pharmacienne. Voilà, donc je suis ici en tant qu'entrepreneur spécialisé de la santé aux États-Unis. Sophie? Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Coelho. Je représente une société, une entreprise d'assurance médicale ici aux États-Unis, une des plus grandes en fait. Ça fait donc 31 ans que je suis aux États-Unis et mon poste à Blue Cross Blue Shield est chef de secteur vente aux particuliers et aux groupes. Et Olivier? Bonjour à tous, donc Olivier Triard, je suis aux USA depuis 3 ans et demi, en Floride, non loin de Palm Beach. Je suis Financial Representative et j'accompagne les particuliers et les professionnels dans l'organisation de leur vie financière. Ok. Et donc, je suis Sylvain Perret, le président de la Chambre de commerce franco-américaine d'Orlando, FABCO, et fondateur d'Objectif USA, une entreprise qui accompagne des entreprises françaises, des entrepreneurs qui s'installent aux États-Unis. Donc, je vais dire quelques mots maintenant parce que malheureusement, je peux pas rester pour le reste du webinaire. Je voulais dire que je suis très très content, comme d'habitude, de la super collaboration entre les chambres de commerce de West Florida, Tampa, Saint-Pete, Sarasota et de la chambre de commerce d'Orlando qui couvre aussi la Space Coast maintenant. Très content de cette énième collaboration. Et que très content qu'on organise ce webinaire sur la santé. J'ai beaucoup communiqué sur les groupes sociaux cette semaine en disant que c'est pas le énième webinaire sur la santé où on vous parle exclusivement d'une assurance santé de telle compagnie pour les expats. Non, là on a véritablement des sujets complémentaires et différents. C'est-à-dire qu'on a effectivement une pharmacienne une pharmacienne et auteure de livres sur la santé aux États-Unis, qui va vraiment nous parler de la santé tout court aux États-Unis, les médicaments, le mode de vie, l'alimentation. Donc on a vraiment quelqu'un de grande qualité sur le sujet. On a Sophie qui travaille dans un grand groupe d'assurance santé américain et donc qui va nous parler de l'assurance santé
pour les Américains, mais qui bien entendu va servir aux Français qui viennent s'installer ici, qui va nous parler d'Obamacare, qui va parler de ces choses-là, mais qui ne représente pas une compagnie qui ne s'adresse qu'aux expatriés. Elle s'adresse, entre autres, aux Français qui viennent s'installer, mais un vrai groupe d'assurance santé. Et puis, on a Olivier qui va nous parler d'une partie aussi différente, qui est la prévoyance, parce que la prévoyance fait partie de la santé. S'assurer en cas de maladie, qu'est-ce qui se passe, pas seulement pour les soins, mais pour assurer un revenu, ou en cas de maladie, en cas de décès aussi, qu'est-ce qui se passe pour les proches. Donc voilà, ravi de ce webinaire. Et donc, on va commencer avec Isabelle. Et comme je vais partir assez rapidement, je vous remercie d'être présent. Je le reverrai moi aussi le replay comme vous. Je vous remercie d'être présent, autant aux panélistes qu'à tous les spectateurs. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Sylvain. Du coup, Isabelle, il me semble que c'est toi qui commences. Donc, Oui, à toi alors la je vais parole. partager. Ouais, merci, merci Sylvain. Donc je vais partager mon écran pour faire ce webinaire. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on m'a dit que je ne parlais pas assez fort. Je vais faire un effort. Et voilà mon écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran On voit ton écran, mais par contre, si tu peux parler un peu plus fort, ce serait bien, vraiment. Hein, ok, bon, alors je vais faire plus fort. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc d'abord, bon, je me suis déjà présentée, mais je vais juste le refaire rapidement. Donc, je suis à l'origine pharmacienne. J'habite donc depuis 13 ans aux États-Unis. Et puis, avec un diplôme non reconnu ici, je me suis un peu réinventée. Et bon, je me suis spécialisée en aromathérapie et autres spécialités. Et puis, j'ai surtout créé ce site Amérique Santé pour vraiment donner des informations aux francophones qui venaient s'installer aux États-Unis. Et j'ai rassemblé pas mal des informations que j'avais compilées dans 3 livres que j'ai écrits, donc Comprendre le système de santé, Bien manger aux États-Unis et Guide santé et voyage aux États-Unis. Alors, je crois que quand on arrive aux États-Unis, la santé, c'est vraiment un choc et pour différentes raisons. La première étant bien sûr le coût, et c'est bien illustré sur ce graphe où on voit vraiment le coût euh, des assurances. de la santé par rapport aux autres pays. Alors, on ne voit pas la France, mais la France, elle se situe un peu dans la fourchette basse sur ce graphe. Le deuxième choc, c'est quand on rentre dans une pharmacie et je me suis amusée à retrouver ce slogan qui a un peu bercé toutes mes études de pharmacie. On disait la pharmacie, c'est l'espace de santé irremplaçable. Ici, aux US, pas si sûr, parce que hormis quand on rentre dans une pharmacie, on voit d'abord des chips, des sodas, etc. Et puis surtout, on ne voit pas de pharmacien dans les rayons pour orienter, conseiller ou mettre en garde. De pharmacien, il est derrière son comptoir au fond du magasin à préparer ses prescriptions et il n'est pas vraiment là pour faire un conseil. Et d'ailleurs, si on lui demande, on peut toujours essayer. Hein, il le fera plus ou moins, pas vraiment de façon très spontanée, pour des raisons de responsabilité, puis peut-être aussi parce que tout simplement, c'est pas son boulot, quoi. Les pharmacies, bon, vous les connaissez, elles sont en rouge. Souvent, si vous voyez des croix vertes, ne vous y trompez pas, c'est plutôt pour le cannabis, pour les cliniques de cannabis. Et donc, le constat, c'est que les médicaments OTC, ça veut dire over the counter, sont en vente partout. Donc, on va trouver à peu près tout, enfin, pas mal de choses pour se soigner, voilà. Mais il y a aussi des choses qu'on ne va pas trouver, des médicaments auxquels on est habitué en France et qu'on ne va pas trouver dans les rayons. Et puis, une question quand même qui revient assez souvent dans les forums pour les gens qui arrivent au début, c'est ils cherchent du Doliprane désespérément ou de l'efferalgan. Alors, il y en a, hein, c'est ceux qui ne savent pas, mais ça ne s'appelle pas le paracétamol ou le Doliprane, ça s'appelle l'acétaminophène et c'est donc le Tylenol. Vous en trouverez partout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certains médicaments aux États-Unis en vente libre sont uniquement sous ordonnance en France et pour des bonnes raisons, c'est qu'ils ont des effets indésirables qui ne sont pas à négliger, notamment les corticostéroïdes, mais aussi les vasoconstricteurs. C'est l'aspirine qu'on met dans le nez parce que ça peut entraîner au bout de 5 jours une accoutumance.
Les antiacides, enfin voilà, je ne vais pas vous faire une liste plus longue. S'il y a le bismuth qui est conseillé dans les états nauséeux et diarrhée, le bismuth en par voie orale, il a été interdit en France il y a plus de 30 ans. Donc c'est un petit peu, voilà, il y a quand même pas mal de différences. Idem pour tout ce qui est suppléments, vitamines et cosmétiques. Le marché est énorme, hein, mais la législation est peu réglementée et peu contraignante pour les fabricants. Du coup, on a une qualité qui est assez inégale, même dans les pharmacies. Et donc, il vaut mieux préférer des marques présentes donc chez Wool Food, Sprouts, Natural Grocers, qui sont des supermarchés un peu spécialisés. Voilà. Et donc, c'est idem pour les cosmétiques, à savoir la loi sur les cosmétiques. Elle date de 1938 aux États-Unis, elle a été peu amendée. Et à titre d'exemple, en Europe, la liste des ingrédients interdits se compose de plus de 1000 ingrédients, alors qu'aux États-Unis, bah, il se compose que d'une dizaine d'ingrédients. Donc, pour se repérer là-dedans, bah, il vaut mieux prendre des produits qui présentent donc des labels de qualité et des certifications indépendantes. Et puis moi, de mon côté, dans mon site Amérique Santé, j'ai sélectionné en fait des produits. Donc ça, vous le trouverez sur mon site, donc Amérique Santé. Donc voilà, et puis sur mon site, j'ai aussi créé tout un espace automédication qui va pouvoir vous aider. Alors, c'est pas de la pub, hein, c'est juste pour vous montrer. C'est entièrement gratuit, donc vous y avez accès. Voilà, et il y a tous ces sujets qui vous permettent de vous guider en fait. Ça vous donne des conseils, ça vous donne des mises en garde aussi sur certains médicaments, etc. Voilà. Deuxième chose, effectivement, quand on veut consulter, quand on arrive au début, on est un peu perdu. Il y a bien sûr les urgences dans les hôpitaux, mais la facture peut se révéler être assez coûteuse. Donc, si ça dépend un petit peu ce dont vous avez besoin. Si vraiment, évidemment, vous en avez besoin, il faut y aller. Il y a aussi le 911, à savoir quand même, les médecins ne se déplacent pas à domicile. Donc, ça, c'est une différence avec la France. Il y a aussi les urgentières. En attendant d'avoir un médecin de famille, ça va pouvoir vous aider. Ça va pouvoir, enfin, vous allez pouvoir avoir une consultation rapidement sans rendez-vous et même y faire effectuer les demandes de certificats médicaux, donc pour le sport des enfants, par exemple. Et puis, il y a les minutes cliniques qu'on retrouve dans les pharmacies comme Walgreens ou CVS, dans certains supermarchés comme Walmart ou Target, pas tous, hein, c'est pas généralisé. En général, les soins, ils sont un peu moins chers, ils peuvent être affichés. Et puis, on peut se faire soigner des petites blessures ou des affections qui ne sont pas très, très graves, se faire un vaccin aussi. Mais souvent, vous ne serez pas reçu par un médecin, mais par une infirmière spécialisée qui s'appelle une nurse practitioner, qui est quand même habilitée à faire un diagnostic et à prescrire. Et puis enfin, le médecin de famille, donc dans les primary care physicians ou family care, donc ce sont des centres médicaux avec des médecins généralistes. Alors, il faut trouver des médecins qui prennent les nouveaux patients, hein, c'est toujours un peu le même problème. Parfois, ils sont affiliés à des groupes d'hôpitaux. Donc là, j'ai mis cet exemple que je connaissais, donc El Camino Medical Center dans la baie de San Francisco. Voilà, donc ça, tous ces médecins, on pourra les médecins donc, de primary care physician, vous pouvez les choisir en fonction des critères de votre assurance. Donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Sophie est là pour nous en parler. Et puis bon, on peut aussi aller dans les hôpitaux, il y a des consultations de spécialistes notamment. Donc voilà, là la liste des médecins, donc ils ont tous des initiales, donc MD, OD qui sont des ostéopathic doctors, nurse practitioner, OB-GYN, donc obstétrie et gynécologie, naturopathic doctor. Alors les naturopathic doctors sont des naturopathes, mais ils ont fait 8 ans d'études, donc ils sont vraiment des médecins. Et puis chiropracteur et physicothérapeute, donc ça c'est pour tout ce qui est kiné, en fait. J'en ai fait un article sur mon blog là, il y a quelques jours. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu une idée. Et c'est vrai que la première consultation, c'est toujours un peu un grand moment de solitude. Et c'est souvent assez surprenant parce que ça va se faire en 2 temps avec une infirmière qui va venir en premier faire les mesures. Et puis, donc, on croit que c'est le médecin, mais en fait, pas du tout, c'est l'infirmière. Et puis après, le médecin vient. Donc, c'est un peu
surprenant. L'ordonnance, elle est télétransmise à la pharmacie que vous leur indiquerez, donc vous pouvez choisir n'importe quelle pharmacie. Idem pour le laboratoire. Et puis la même chose pour les cabinets de radiologie, donc en cas de, si on voulait faire un IRM, un scanner ou des radios, attention, là vous pouvez chercher, les prix seront assez différents en fait d'un endroit à l'autre, donc il faut toujours se renseigner, ça peut aller du simple au double, voire au triple, notamment dans les hôpitaux. Et puis, c'est ça surtout qui est très, très surprenant, c'est que le coût des soins et des médicaments reste souvent l'inconnu, donc en fonction de son assurance et même avec son assurance, hein. Donc, ça, c'est toujours très surprenant. Et par exemple, pour les médicaments prescrits, ben, le prix peut être assez surprenant. Donc là, j'ai repris des exemples, ça date un petit peu, mais ça ne doit pas s'être arrangé. Par exemple, le Singulair, qui est un anti-allergique, 216 dollars le médicament, et vous pouvez, en choisissant le générique quand il existe, ça peut souvent faire réduire la facture en fait grandement. Donc il y a une différence assez conséquente. À savoir, c'est qu'en France, ce médicament vaut 26 euros. Enfin à l'époque, hein, parce que ça a 3-4 ans, ce grave. Alors, une petite info, là, c'est un petit truc pour les gens qui ne connaissent pas. Le GoodRx, c'est une application qu'on peut télécharger sur son smartphone et qui peut aider. Alors, quand vous allez dans une pharmacie, si avec votre assurance le prix est élevé, ça peut faire diminuer la facture. C'est pas systématique, je sais pas comment ça fonctionne, mais bref, moi ça m'avait fait faire quelques économies quand même, et ça m'a aussi indiqué certaines pharmacies qui avaient des prix moins chers, et quand il y a une différence de 50 dollars, bah, ça peut être intéressant. Mais voilà, donc j'en ai un peu fini avec tout ce qui est santé à proprement parler. C'est assez vaste, on pourrait y rester des heures en fait. Mais je dois dire qu'aux États-Unis, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il faut, et ce qui m'a fait prendre conscience en fait, c'est qu'il ne faut pas forcément se préoccuper de sa santé quand on est malade. Et c'est en fait tous les jours qu'il faut s'en soucier, surtout aux États-Unis. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des chiffres qui nous font nous rappeler ce principe-là, c'est qu'aux États-Unis, 40% des personnes sont obèses, 70% sont en surpoids. Bon, ça, c'est pas une surprise, c'est une surprise pour personne. Mais un Américain sur 8 est considéré comme métaboliquement en bonne santé. Ça veut dire que le reste, ben, il ne l'est pas. 1 sur 2 développera ou a déjà un diabète, et 90% ne le savent pas, parce que le diabète est une maladie qui avance masquée, et bien souvent on le découvre bien, un peu trop tard. Et si en fait le constat, c'est de voir qu'il y a une croissance exponentielle des maladies chroniques partout dans le monde, hein, mais principalement ici aux États-Unis, ben, il y a différentes causes, et il y a des causes, on ne peut pas grand-chose, hein, les causes génétiques, mais on peut contrôler son alimentation. Et son alimentation, ben, je vais vous indiquer quelques trucs rapidement. Euh, donc en fait, c'est aussi contrôler son style de vie, parce que donc il peut y avoir un manque d'exercice, une alimentation pauvre en vitamines ou une alimentation toxique. Donc c'est vrai, il faut vraiment faire attention à son style de vie, et même c'est vraiment une prise de conscience qu'il y a chez beaucoup d'expatriés ici aux États-Unis, c'est que c'est vraiment très très important. Et donc voici quelques vraiment principes de base, mais qui vont bien vous montrer la différence. Déjà, numéro 1, c'est se méfier de tous les sucres cachés, parce que le sucre est systématiquement ajouté dans l'alimentation transformée. Avoir aussi attention dans les sodas et les boissons, hein, le café qui peut être aussi très très sucré. Et le sucre va se cacher sous différents noms, et vraiment si vous avez quelque chose à bannir à alimentation, c'est le high fructose corn syrup, parce que donc il est présent partout. À savoir, il stimule la production d'insuline, il augmente la masse graisseuse, et à terme, il entraîne une résistance à l'insuline qui peut entraîner un diabète de type 2. Donc voilà. Et le plus souvent issu de maïs OGM, ça c'est pour l'anecdote. Et il faudra vraiment aussi se méfier des sucres cachés, parce que en plus du corn syrup, les fabricants ont tendance à diversifier les sucres pour pouvoir mieux tromper le consommateur, on va dire. Et donc, voir les étiquettes, et voir toujours la part du sucre ajouté.
qui va se retrouver ici sur l'étiquette. Alors sur l'étiquette, donc qui est systématiquement sur tous les produits, vous allez avoir une liste d'ingrédients et c'est classé par ordre en fonction de l'importance des ingrédients. Donc plus c'est en haut et plus c'est important. Il faudra aussi vérifier les additifs, j'y reviens juste après. Et donc le sucre, il peut se cacher sous différentes formes et les fabricants auront intérêt à diversifier les parts des sucres. Donc du coup, ça va apparaître plus bas dans la liste et on va être un peu trompé. Les additifs, ils sont difficiles à repérer parce que, contrairement à la France, ils ne sont pas sous forme de, vous savez, la lettre E et le chiffre, le numéro à 3 chiffres. Donc, pour les éviter au maximum, éviter la nourriture transformée, notamment les pains industriels, les chips, les plats cuisinés, les sauces toutes prêtes, qui sont source d'additifs et aussi de sucre caché. Et aussi, tout comme les compositions des confitures ou même du peanut butter, parce que le peanut butter, il n'y a rien de plus simple à faire, mais souvent on y retrouve du sucre et autre chose que des cacahuètes. Donc voilà, c'est pour l'anecdote. Et un petit exemple, c'est un additif qui est retrouvé souvent dans le pain et les pizzas. C'est par exemple le bromate de potassium, ou en anglais ce sera potassium bromate. Donc on le retrouve dans le pain. Il sert à le rendre craquant en fait. Et il est connu comme étant carcinogène. Il est même chez l'animal, il est de plus toxique. Et donc pour vous montrer à quel point il est toxique, c'est qu'il a été banni du Canada et de l'Union européenne, mais pas aux États-Unis. Donc on peut le retrouver de façon assez courante dans le pain. Voilà. Autre chose, c'est la viande et le lait. Donc, les élevages conventionnels sont élevés à coup d'hormones de croissance. Donc, c'est interdit ailleurs, c'est autorisé aux États-Unis. C'est quand même lié à des cancers hormonodépendants. Ça, c'est suite à différentes études, dont une menée au Japon après importation de viande américaine. Et aussi, les élevages sont aussi traités par des antibiotiques, donc pour le bœuf, le poisson de ferme, etc. Et ça va entraîner bien sûr des résistances aux antibiotiques. Et à savoir, c'est que 80% de la production d'antibiotiques aux États-Unis est destinée aux élevages. Donc, ça vous fait comprendre la masse qui est employée dans les élevages. Et d'ailleurs, les bœufs sont nourris avec des OGM et non de la bonne herbe. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, on voit ça dans le sud de la Californie ou quand je traverse le Kansas. Ce sont ces fermes à perte de vue et les vaches pataugent dans une boue noirâtre. C'est absolument dégoûtant et ça sent extrêmement mauvais. Donc, il faut dire la qualité de la viande. C'est vrai que la viande est bonne, mais voilà, savoir d'où viennent les vaches, quoi. Et donc, pour éviter les hormones et les antibiotiques, moi, je suis assez pour le label organique, le label bio, parce que ça vous apportera pas mal de garanties par rapport à la viande, en fait. Donc, voilà. Et même chose pour le lait. Et notamment le lait, donc il y a maintenant d'ailleurs du lait organique grass-fed qui est apparu. Et là, ça vous assure que les vaches sont nourries avec de la bonne herbe. C'est assez cher par contre ce lait. Et c'est vrai que par contre, voilà, on trouve quand même facilement du lait organique. C'est mieux, ça permet d'éviter les antibiotiques. Et donc, Isabelle, juste oui. permets-moi juste de te dire, le label organique, c'est du flan par rapport à ce que c'est en France aussi. Il n'y a pas du tout, on peut être organique au Mexique et rapatrier et mettre le label USDA organique. Oui et non, parce que alors c'est clair que le organique qui vient de Chine, je ne garantirai pas trop là-dessus. Le organique qui vient du Mexique, normalement, c'est contrôlé par des LTA. inspecteurs de l'USDA. Donc l'USDA, c'est US Department of Agriculture. Donc normalement, ça l'est, effectivement. Effectivement, ce n'est pas aussi strict qu'en France. Bien sûr qu'il y a des dérives, mais comme je le dis là, en fait, organique, ça va permettre quand même d'assurer 3 points principaux. Et moi, je pense qu'il faut quand même le souligner. C'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup moins de pesticides pour les fruits et légumes. Et il y a surtout une liste négative de pesticides sur les fruits et légumes. Donc, on ne retrouve pas tous les pesticides qui sont
utilisé un peu partout en Californie, enfin partout, hein, comme l'atrazine, qui est un désherbant, ou le chlorpyrifos. Donc, il y a quand même moins de pesticides. Il y a aussi, donc là, je vous ai mis là les deux listes de WG, donc qui sont la Dirty Dozen, qui sont les 12 fruits et légumes les plus pollués, en fait, qu'il vaut mieux manger organique. Puis il y a ceux qu'on peut, les Clean 15, qui sont moins pollués. Donc, moi, je dirais quand même ça. Bien sûr, c'est pas parfait, mais bon, il y a quand même des critères, hein. Il faut que, quand ils font les cultures, c'est quand même, là, c'est quand même contrôlé par l'USDA. Il ne faut pas qu'ils aient utilisé de pesticides depuis 3 ans, quand même, hein, aux États-Unis. Alors, c'est vrai que les fruits organiques, les culture organique, ça représente 1% des cultures générales aux États-Unis, donc c'est pas énorme. La majorité se concentre en Californie, notamment. Pour la viande, ça assure que la viande n'a pas d'hormones ni d'antibiotiques, hein, idem pour le lait. Pas d'OGM, donc organismes génétiquement modifiés. Et dernière chose à savoir par rapport au label organique, c'est que les produits transformés, pour ces produits, certains additifs seront interdits. Donc c'est bon à savoir quand même. À savoir aussi, je ne l'ai pas mis là, mais il n'y a pas de label organique pour les poissons. Aucun poisson ne peut être organique. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord là-dessus. Donc voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Donc je dirais j'ai rassemblé 10 points pour vous aider à diminuer la facture santé, parce qu'en fait c'est ça, hein, diminuer sa facture santé. Donc c'est jouer sur la prévention et donc adopter des simples habitudes qui feront la différence, comme bien dormir, faire des exercices, bien s'hydrater, bien sûr, se focaliser sur une alimentation saine, jouer sur la prévention avec des médecines douces, ou alors sur l'automédication, mais savoir quand il faut consulter, c'est-à-dire quand il faut arrêter. Ça, c'est vraiment important. Il faut aussi, alors peut-être pas la Floride parce que vous avez plein de soleil, mais il faut parfois supplémenter parce qu'il y a un pourcentage des Américains énorme, je crois que c'est de l'ordre de 80% des Américains, quelque chose comme ça, ou 50%, je ne sais plus exactement, mais un pourcentage énorme qui est en déficience de vitamine D, parce que quand on vit dans les États du Nord et qu'il fait très froid l'hiver, on a tendance à ne pas sortir et donc on est déficient en vitamine D. Et la vitamine D, c'est connu comme étant une carence en vitamine D favorise la venue de certaines maladies. Contrôler aussi le coût direct de ces médicaments de prescription. Donc, je vous ai cité Goodrx, mais aussi voir ce que vous offre votre assurance. Surveiller aussi les effets secondaires de ces médicaments parce qu'il y en a pas mal, notamment le Doliprane, par exemple, enfin le Tylenol qui est en vente libre. Il faut savoir que le trop prendre de Tylenol en quelques jours, une semaine, si on est à forte dose pendant une semaine, on peut très bien être en surdosage et ça entraîne des hépatites fulgurantes du foie. Bon, c'est réversible, mais quand même, il faut le savoir, quoi. Faire des check-ups sanguins chaque année pour déceler rapidement des éventuels problèmes. Certaines assurances vous le proposent. Et d'ailleurs, ce qui m'amène au 9e point, c'est prendre tous les avantages dans la prévention de vos assurances, parce que c'est pas là pour rien et ça peut vraiment vous aider. Et puis enfin, on peut s'aider d'applications santé dans la vie quotidienne. Voilà, j'ai cité quelques-unes de ces applications. Voilà, et donc si vous voulez me retrouver, j'ai mon site, donc AmeriSanté, avec un lien direct sur l'application, sur automédication, pardon, c'est pas une application, mais c'est une partie du site. Et puis mes livres que j'ai écrits. Et puis bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Donc je vais passer la main. S'il y a des questions, je réponds quand vous voulez. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, merci. Alors pour les questions, pour le coup, on y reviendra à la fin. J'en ai déjà vu une ou deux passer dans le chat. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je crois que tu as montré des chiffres qui sont quand même très édifiants, qui nous ont appris beaucoup. Puis, comme tu l'as dit, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler des heures, mais malheureusement, oui, on est limité à 15 minutes par personne à peu près, donc un peu tight aujourd'hui, mais... Ouais. Donc justement, je laisse maintenant la parole à Sophie. Et je vais juste vous demander, Isabelle et Olivier, si possible. Alors, Isabelle, tu l'as déjà fait, mais Olivier, de te muter jusqu'à ton temps de parole pour qu'on puisse parfaitement entendre Sophie. Merci beaucoup. Et Sophie, écoute, je te laisse le floor.
Bonjour à tous, ou bonsoir pour ceux qui sont en France. Donc, je m'appelle Sophie Coelho et je représente une des plus grands groupes d'assurance médicale aux États-Unis, Blue Cross Blue Shield, que vous trouverez dans tous les États des États-Unis. En Floride, on se représente sous le nom de Florida Blue. Il y a d'autres États avec différents noms aussi, pas tous. La chose à savoir, c'est que Blue Cross Blue Shield est représenté avec cette croix que vous voyez là sur votre écran, à côté du nom. Donc en Floride, Blue Cross Blue Shield apparaît sous le nom de Florida Blue et cette assurance est accessible dans tous les comtés. C'est le cas pratiquement dans tous les États du pays. Et donc, en Floride, nous avons des bureaux d'accès au public, soit pour l'achat d'assurance ou pour des services aux clients. Ce n'est pas le cas dans tous les États, mais en Floride, ici, nous avons à peu près 28 bureaux d'accès direct aux clients pour quels que soient les services qu'ils ont besoin. Donc, dans les grandes agglomérations de Floride, vous allez trouver ces bureaux à Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville et Tallahassee. Okay. So, Blue Cross Blue Shield étant national, nous avons un très grand réseau de médecins et d'hôpitaux dans tous les États. Ce qui est un critère très important quand vous achetez votre assurance, être sûr que, quel que soit l'état où vous êtes, que vous soyez en vacances, que vous ayez besoin de vous déplacer dans différents états à cause de votre travail, que vous ayez accès à une assurance, que vous ayez une couverture, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est un critère très important à regarder quand vous achetez cette assurance. Il y a quand même quelques nuances sur cette assurance qu'il faut comprendre. Vous allez entendre parler, quand vous commencez vos recherches, vous pouvez acheter une assurance qui s'appelle HMO. Cette assurance HMO a un réseau un peu plus réduit dans l'État où vous résidez et vous donne accès dans d'autres États pour des services d'urgence seulement. D'accord. Par contre, le PPO est une assurance qui vous permet l'accès hors de l'État où vous résidez pour n'importe quel service et vous donne aussi un réseau un peu plus grand dans l'État où vous résidez. Comme vous pouvez peut-être déjà le ressentir, l'assurance médicale aux États-Unis est un sujet assez complexe et n'est pas toujours très facile à naviguer. Cela dit, il est très important d'avoir une assurance médicale dans ce pays, bien qu'elle ne soit pas obligatoire. Elle n'est pas non plus gratifiée comme elle peut l'être en France. Il faut faire donc les démarches pour l'obtenir et donc l'achat et faire ses recherches. Il faut quand même noter que l'absence d'une assurance médicale aux États-Unis peut engendrer de très gros problèmes financiers, mais aussi d'accès aux services médicaux en cas de besoin. Donc, je vous donne ici un exemple et c'est en fait les prix ici sont comme assez bas par rapport à ce que je vois des fois. Mais si vous n'avez pas d'assurance, à titre d'exemple, une visite dans un centre d'urgence, dans un hôpital, vous coûte en moyenne $600–700. Un cas de jambe cassée peut vous coûter à peu près 10 000 à 12 000 $. Tout ce qui est soins de maternité et accouchement peut atteindre des prix assez mirobolants jusqu'à 18 ou 20 000 $. Et ici, on a un exemple d'un remplacement de hanche à 35 000 $. Donc, c'est quelque chose quand même qui diffère beaucoup de ce qu'on connaît en France et donc il faut vraiment y porter très grande attention. Sophie, si tu me permets, juste pour les Français, parce qu'en fait en France, on ne connaît pas le prix des soins, parce qu'on ne le voit pas justement, ces prix directement. Il n'y a qu'un prix dont on sait vraiment ce que c'est le généraliste. Et je crois qu'en France, c'est 23 ou 24
euros. Ici, c'est en moyenne 150, voilà, pour donner un… Voilà, je dirais même 150 à 250, dépendant du médecin que vous visitez. C'est sûr. Bon, j'ai un exemple d'un centre de visite d'urgence que j'ai faite, il y a quand même des années de ça en France. Le coût était vraiment moindre. C'était peut-être 100 $, ou bon, ça m'aurait coûté probablement, je pense, 5 à 7 000 $ si je l'avais reçu ici aux États-Unis sans assurance. Donc, pour vous donner un peu une idée des différences de prix. Okay. Donc, je vais aborder brièvement, c'est vraiment comment je veux dire, un sommaire rapide et général de l'assurance médicale ici. Et je vais juste aborder brièvement les quelques lois principales en ce qui concerne l'assurance. Donc, l'assurance, la loi établie ici en 2013, qui était vraiment effective en 2013, qui s'appelle the Affordable Care Act. Pour les gens qui sont déjà aux États-Unis, vous avez sûrement entendu parler de ACA. De loi, donc, encore une fois, qui a été appliquée en 2013, permet désormais à l'assurance médicale pour tous, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette loi aide aussi beaucoup de familles à obtenir une assurance médicale qu'ils ne pouvaient pas s'offrir avant parce que c'était trop cher. Il faut savoir que le coût de l'assurance, non seulement les soins médicaux, mais le coût de l'assurance peut être très coûteux ici. Le prix dépend de votre âge, du plan médical que vous allez choisir, parce que vous avez quand même différentes options que vous pouvez choisir, de l'endroit où vous habitez. Donc, il y a une chose dans laquelle je vais parler aussi dans un moment, c'est que vous pouvez aussi recevoir de l'aide financière dépendant de vos revenus. D'accord? Donc, une chose sur cette loi, donc il faut savoir, vous ne pouvez pas être déni l'assurance. Donc, quelle que soit votre situation de santé, on ne peut pas vous dénier cette assurance. Tout le monde a droit à une couverture médicale. Tous les bénéfices qui sont considérés essentiels, je vais vous les donner dans quelques instants, sont couverts sans limite, sans montant limite, ce qui n'était pas le cas avant, donc c'est une bonne chose à savoir. Vous avez des choix d'assurance avec des plans différents, des choix avec différentes franchises et de responsabilité financière avec ce qu'on appelle des niveaux métal différents, c'est-à-dire vous avez un plan très riche, un plan moins riche. Enfin, ça, c'est à vous vraiment de voir ce qui va vous convenir le mieux. Le principal est à savoir d'acheter une assurance complète qui est sous la loi, ce qui vous permettra justement d'avoir une assurance pour être couvert pour tous les services dont vous avez besoin. D'accord? Parce que vous pouvez aussi trouver des assurances qu'on appelle des assurances d'indemnité qui paraissent comme une assurance médicale, mais qui n'est pas en fait complète. Ça peut être très dangereux, surtout si vous êtes obligé d'être hospitalisé. D'accord? Donc, les bénéfices essentiels dont je vous ai parlé, donc quel que soit le plan que vous allez choisir, si vous achetez une assurance complète, vous allez avoir une couverture donc il y a 10 services essentiels, considérés essentiels par la loi, donc les soins de maternité et d'accouchement, les services de réhabilitation, les services pédiatriques, les services de soins médicaux, psychologiques et psychiatriques, services hospitaliers, services de laboratoire, médicaments, Isabelle en a parlé, qui peuvent être aussi très, très coûteux, soins ambulatoires, soins d'urgence, qui peut aussi être rendus dans un hôpital, mais aussi dans des centres d'urgence qui sont beaucoup moins chers, dépendant de la situation. Et bien sûr, le côté préventif et bien-être. Le côté préventif et bien-être est très important ici aux États-Unis et est couvert à 100% par l'assurance. Donc, si vous avez une assurance médicale, profitez-en de faire votre bilan tous les ans, c'est gratuit. D'accord?
Pardon, donc voilà. Je vous ai parlé donc d'une aide financière possible quand vous achetez votre assurance. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que en fait, c'est assez compliqué aussi. Mais voici donc un exemple d'aide financière qu'une famille peut recevoir. Cette aide financière est déterminée au moment de l'achat, donc quand vous l'achetez, et va dépendre de vos revenus. Donc, vous voyez ici l'exemple d'une famille qui est en Floride, qui habite dans le comté de Osceola, qui est au sud d'Orlando, des parents 40 et 42 ans, un enfant de 10 ans, avec un revenu annuel de 30 000 $, qui n'est pas très élevé, enfin qui n'est pas élevé du tout. Donc, c'est plutôt dans un revenu assez bas, considéré assez bas. Et donc, ils ont acheté un My Blue Silver Plan. Donc, je vous ai parlé des niveaux métal. Donc, il y a un métal or, silver, donc on dit gold, silver and bronze. Okay? So, dépendant, le gold, le or va être plus riche. Le silver, argenté, donc va être au milieu des plans. Et puis, vous avez un bronze qui est un peu avec des plus grandes franchises, peut-être comment dirais-je, des responsabilités financières plus importantes pour l'assurer. Dans ce cas, donc, dû à leur revenu assez bas, quand on regarde le prix mensuel de l'assurance, qui est de 951 $, ils vont recevoir une aide financière de 857 $, qui leur laissera donc à payer par mois 93 $. D'accord? Donc, il faut aussi comprendre que bon, c'est un exemple maximum. Vous pouvez recevoir dans une situation comme celle-ci et un montant de 9 ou 1 000 $, vous pouvez recevoir 50 $ d'aide financière ou pas du tout. Okay, encore, cela dépend de vos revenus. Donc, ici, nous allons juste mentionner le côté prévention et bien-être. Donc, Isabelle vous a parlé donc, du coût de l'assurance et de cette population qui est en mauvaise santé pour la plupart et qui croît, enfin, je veux dire qui grandit. La population en mauvaise santé est croissante ici et les coûts médicaux sont aussi croissants. Ça, c'est vraiment un très gros problème. Enfin, je pense que Allô, Sophie? Vous voyez qu'elle a coupé aussi comme moi, les autres participants, Olivier, Isabelle, oui, d'accord. Essayons de voir si elle rejoint à nouveau tout de suite. Comme d'habitude, les petits contretemps techniques lors des webinaires. Ça marche bien le Wi-Fi chez Florida Blue. Ça marche bien le Wi-Fi chez Florida Blue. On va essayer de voir si elle arrive à nous rejoindre à nouveau. Hein. Ouais, donc voilà, elle a quitté, c'est ce qui me semblait le… on a perdu. Vous êtes là? C'est bon, Sophie, voilà, c'est bon. Ok, je vais remettre ça. Vous voyez l'écran? Là, on ne le voit plus. Ça a arrêté de partager. Oui, j'ai dû perdre la connexion pendant juste une petite seconde. Ok. Est-ce que vous me voyez maintenant? Oui, tout bon. D'accord. Voilà, donc le coût des services médicaux, comme je le disais, sont élevés. Donc, on se focalise beaucoup sur la prévention et le bien-être. Je vous donne ici l'exemple d'une page du site de Florida Blue, Blue Cross Blue Shield, une page membres, donc aux assurés, qui leur permettent d'avoir beaucoup d'informations sur la nutrition, le sport, le bien-être et aussi comment gérer des conditions de santé, hein, comme le diabète, Isabelle en a parlé, c'est un problème assez grave ici. Donc, beaucoup d'aides, je dirais, de webinars, d'éducation sur ce sujet et aussi de l'aide
de personnes, d'infirmières que nous avons au sein de notre groupe, qui peut aussi aider nos membres à mieux gérer leur santé. Okay, donc ça, c'est très important. Et une fois encore, ce côté préventif est couvert à 100% par l'assurance. Et en général, je parle ici pour notre assurance Blue Cross Blue Shield, Florida Blue, mais aussi pour la plupart des compagnies, des groupes d'assurance. C'est sans coût aux assurés. D'accord. Sur la partie très importante à savoir est comment pouvez-vous acheter cette assurance, quand pouvez-vous le faire, parce que vous ne pouvez pas le faire à n'importe quand. On n'achète pas l'assurance une fois qu'on est malade, on l'achète avant. Hein, c'est un peu comme les assurances de voiture. On achète son assurance de voiture avant d'avoir un accident. Donc, la partie très importante à noter, c'est la période annuelle durant laquelle vous pouvez vous enregistrer, ou je veux dire acheter l'assurance, qui s'appelle Open Enrollment. So, si vous habitez ici, ou si vous venez, vous entendrez sûrement parler de Open Enrollment. Donc, c'est une période qui débute à la fin de chaque année et qui permet aux gens de s'enregistrer, quelle que soit leur raison, et ils peuvent choisir le plan qu'ils veulent. Vous pouvez aussi avoir accès à cette assurance avec à cause d'une situation spéciale qu'on appelle qualifying events. Ça, ce serait le cas donc pour les gens qui nous écoutent, qui viennent s'installer aux États-Unis. Donc, vous avez une période à cause de ce déménagement aux États-Unis. Vous avez une période où vous avez le droit de vous assurer. Si vous manquez cette période, je pense qu'il est de 60 jours aussi pour les immigrés aux États-Unis, vous ne pouvez plus acheter cette assurance jusqu'à la fin de l'année, donc quand comme je l'ai appelé Open Enrollment, la période de Open Enrollment commence. Donc, c'est très important de savoir ça, de ne pas négliger, le point c'est de ne pas négliger votre opportunité quand vous arrivez aux États-Unis. Et si, par malheur, vous la loupez, sachez qu'à partir du mois de novembre, vous avez de nouveau l'opportunité d'acheter cette assurance. Comment se la procurer? Franchement, la meilleure solution est de contacter un agent d'assurance. Peut-être que mon collègue qui va vous parler après moi peut vous parler plus. Je ne sais pas s'il le fait, mais en général, vous pouvez trouver des agents d'assurance assez facilement aux États-Unis qui peuvent vous aider dans ces démarches et aussi vous aider à voir si vous qualifiez pour ces aides financières. Tout ça c'est gratuit. Okay? Ce service est gratuit au monde. Donc voilà pour ma présentation, donc l'ensemble, les règles générales à savoir au sujet de l'assurance médicale. Si vous avez quelques questions après ce webinaire, j'ai mon email qui a été noté et vous pouvez m'envoyer un message et je serai ravie de vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Et oui, effectivement, j'ai vu pas mal de questions dans le chat. Hein, et d'ailleurs, ce sont des questions et pour toi et pour Isabelle, hein, des questions il y en a beaucoup qui sont passées, donc on aura beaucoup à dire à la fin. Mais juste avant ça, je vais laisser la parole à Olivier, qui va nous faire... qui va nous parler, oui, de son côté, donc de la santé aux USA, mais plutôt du côté, encore une fois, prévoyance et protection de la famille et autres. Donc Olivier, écoute, je te laisse la parole. Ok, très bien. Merci Charles. Donc moi, je n'ai pas de présentation PowerPoint. Hein, j'ai un recueil de questions, de remarques qui m'ont été faites par les Français qui souhaitent venir aux États-Unis ou qui sont déjà installés. Une précision importante, c'est que ce que je vais évoquer, c'est une information générale et votre situation individuelle peut varier. Donc les informations communiquées doivent être utilisées en complément de conseils professionnels personnalisés. Le premier sujet, je vais compléter ce qui a été évoqué, c'est l'assurance santé qui est absolument essentielle. Et parmi les questions que j'ai reçues, il y en a une, c'est qu'est-ce qui se passe si je tombe malade ou si j'ai un accident? Isabelle a déjà répondu, il faut déjà savoir où on va, quoi. Est-ce qu'on va chez le médecin? Est-ce qu'on va dans un urgent care? Est-ce qu'on va à l'hôpital? Et ça, il est quand même conseillé d'aller sur place avant, de se renseigner, de voir comment ça se passe.
et non pas le jour où on a un souci. Ensuite, ça a été mentionné, vous devrez payer. Les frais médicaux aux États-Unis sont parmi les plus élevés du monde et constituent l'une des raisons majeures de faillite des ménages américains. Quelquefois, on peut se dire « oh, mais je fais attention ». Sachez que vous pouvez également être victime d'accidents. Je me rappelais ce chiffre, en Floride, vous avez 20% des conducteurs qui circulent sans assurance automobile, d'après le Insurance Information Institute. Au Mississippi, c'est près de 30%. Donc, imaginez si vous êtes victime d'un accident impliquant un conducteur sans assurance, qui va payer les frais médicaux, et également comment faire si cette personne est totalement insolvable. Donc, c'est vraiment un gros problème. Attention, contrairement à la France, le fait de disposer d'un numéro de sécurité sociale n'ouvre pas droit à des soins. La sécurité sociale ici, c'est essentiellement pour les prestations retraite et les soins aux personnes de 65 ans et plus ou qui ont certaines pathologies très ciblées. Une question intéressante est la suivante. J'ai souscrit une assurance santé américaine, mais je n'ai pas tout compris. Oui, il est important de comprendre ces notions: franchise, copayment, deductible, co-insurance, pre-existing conditions. Je fais un mix entre le français et puis l'américain. Je reprends ce qu'a dit Sophie, on ne s'est pas concerté. Vérifiez bien que l'on vous vend une assurance santé et non pas un indemnity plan. J'ai rencontré des Français ici qui m'ont dit « Regarde, c'est pas mal, j'ai jusqu'à 150 000 $ de couverture. » 150 000 $ ici, c'est une goutte d'eau. Donc, certes, c'est compliqué de décrypter des dizaines de pages en anglais, mais s'il le faut, faites-vous aider. C'est absolument indispensable. Autre sujet, ça revient assez souvent, je pense que je suis encore couvert par la sécurité sociale pendant 1 an. Attention, il suffit d'aller sur le site de la sécurité sociale française, Amélie, et là c'est clair, si vous quittez la France, vous devez renvoyer votre carte vitale. Le site a été mis à jour le 2 janvier 2021 et précise « Dès que vous arrivez dans votre pays d'expatriation, vous cessez d'être couvert par le système de sécurité sociale français et vous devez renvoyer votre carte vitale. » Je peux le confirmer à titre personnel quand j'ai quitté la France et que j'ai écrit au RSI. Alors, en arrivant aux États-Unis, il est fort probable que vous ne serez plus couvert. Si vous l'êtes encore, eh bien, le remboursement se fera sur la base des soins en France. On a mentionné tout à l'heure la consultation d'un médecin généraliste, 25 €. En France, 100, 150, 180, 200 $ aux États-Unis. Donc, ce n'est pas la même chose. À titre purement informatif, vous pouvez consulter le site du CLES, CLEI2SS.fr, qui fournit de nombreuses informations comme celui de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Alors, je fournis ces liens pour vous aider dans la recherche d'informations et de services complémentaires, mais il faut toujours vérifier que ces données sont à jour. Ce qui peut se passer également, en vivant ici, et vous retournez en France, votre carte vitale peut encore fonctionner pendant plusieurs mois, j'ai même vu pendant plusieurs années. Alors, il y a deux choses. Déjà, au niveau civique, on peut se poser la question de profiter d'un système auquel on ne cotise plus. Et puis, attention, il y a des contrôles. Donc, la sécurité sociale peut être amenée à vous demander le remboursement des sommes indûment perçues. Un autre sujet qui est intéressant, si vous avez des proches qui viennent aux États-Unis pour les vacances, vous rendre visite, il est conseillé de les aider à se renseigner parce que s'il arrive quelque chose, eh bien, ils pourraient se faire rembourser, mais au niveau des remboursements en France. Quelquefois, les gens disent « moi, j'ai une carte bancaire ». Alerte. Bien souvent, les cartes bancaires proposent des avances. Il faut rembourser. Et avec des plafonds qui sont limités. Pour une carte Visa classique, le plafond est de 11 000 € et pour une Visa Premier, c'est 156 000 €. Donc, ça ne suffit pas.
De même, en tant qu'Américain ou vivant ici, si vous partez à l'étranger, il y a de fortes chances que votre couverture s'arrête au territoire américain et que vous devez souscrire une assurance voyage complémentaire. Je prends l'exemple, vous partez faire une croisière aux Caraïbes et sur le bateau, on doit vous élitreiller et apporter des soins d'urgence. Le coût de la croisière peut monter jusqu'à 200 000 $. C'est très, très cher. Donc voilà, prenez vos précautions si vous voyagez. Le sujet numéro 2, c'est si vous êtes malade ou blessé, vous ne pouvez plus travailler, donc quelles sont les conséquences? Si vous ne pouvez plus travailler, il n'y aura plus de revenus. Et ça, c'est important parce que quand on pense santé, assurance santé, on pense soins dentaires, changement des lunettes, consultation chez le médecin ou analyse médicale. Le vrai défi financier n'est pas là. C'est véritablement l'hospitalisation et la maladie longue durée. Et également, si vous ne pouvez plus travailler, vous n'avez plus de revenus. Et n'oubliez pas que votre capacité à travailler, c'est votre bien financier le plus important. Je prends par exemple quelqu'un qui gagne 100 000 $, qui a 35 ans, il lui reste 30 années à travailler. Bon, il suffit de faire un calcul, 30 ans fois 100 000, ça fait 3 millions que potentiellement cette personne ne verra jamais, quoi. Donc le sujet de la disability est un sujet extrêmement important. Il existe des solutions qui sont abordables pour vous couvrir pendant une période donnée ou jusqu'à 65 ou 67 ans. Mon conseil, c'est ne remettez pas plus tard l'étude de telles solutions parce que les conditions d'acceptation sont beaucoup plus simples quand on est jeune et en bonne santé. Si on s'y prend trop tard, on risque de payer beaucoup plus cher, voire carrément de ne plus être assurable du tout. Je vais vous donner quelques chiffres qui viennent du CDC, c'est le Center for Disease Control and Prevention, pour indiquer qu'une disability, ce n'est pas forcément le fauteuil roulant. 90% des incapacités et invalidités sont dues à des maladies. Donc, ce sont des maladies liées au stress, ce sont des troubles neurosquelettiques, enfin, tout un tas de choses. Et 61 millions de personnes aux États-Unis vivent avec un handicap. On ne le sait pas forcément. Au niveau finances et coûts, alors j'entends souvent, ça coûte cher. Ça a un coût, la protection a un coût, mais en France aussi, ça coûte cher. Si vous êtes salarié, c'est pris sur votre fiche de paye. Si vous êtes indépendant, eh bien, vous payez aussi des charges sociales qui sont très, très élevées. Mais du coup, Olivier, j'ai juste une petite question là. Du coup, comment ça se passe parce qu'il me semble qu'il existe des assurances invalidité avec son employeur. Donc, est-ce que ça, c'est suffisant? Enfin, comment est-ce que ça se présente? Merci Charles. Donc, si vous avez ce qu'on appelle Disability Group Insurance, tant mieux pour vous, c'est vraiment super. Mais attention, c'est à double tranchant parce que ces couvertures sont souvent insuffisantes pour couvrir complètement vos revenus. L'employeur peut changer les conditions à tout moment. Et si vous quittez l'entreprise, vous risquez d'avoir besoin de cette couverture que vous n'aurez plus, quoi. Donc, c'est vraiment à double tranchant. C'est plus clair? Précision Merci. également. Je suis désolé, je viens de me rendre compte que j'étais muté et j'ai essayé de répondre, mais du coup, ça ne marchait pas. D'accord, ok. Ne comptez pas non plus sur les aides de l'État. Ici aux États-Unis, 60% des demandes d'indemnisation sont refusées et la moyenne des prestations qui est limitée dans le temps est de 1 490 $. Donc, ça ne suffit pas. Le troisième sujet que l'on peut évoquer, c'est celui du décès, que je qualifie de défaut de santé ultime. Une question qui m'a été posée, si je décède, quelle serait la situation de ma famille? Alors, je ne suis pas CPA, je ne suis pas attorney, je ne fournis pas de conseils fiscaux, juridiques ou comptables. Mais ce que l'on peut dire, c'est que dans une telle situation, vos proches, déjà, feront face à la perte d'un être cher,
mais ils subiront des conséquences à la fois économiques, civiles et fiscales. Donc économique, eh bien, c'est l'arrêt rapide des revenus. Donc ce à quoi il faut penser, c'est quel est le plan B pour assurer le paiement du quotidien, le remboursement du crédit immobilier, le financement des études supérieures des enfants. Donc ça, c'est un sujet que vraiment on doit anticiper. Au niveau civil, les conséquences sont majeures également. Je cite parfois cet exemple, les parents sont français, les enfants sont américains, si les deux parents disparaissent, qui va s'en occuper? Vraisemblablement, un juge va placer les enfants dans un foyer d'accueil en attendant qu'une solution définitive, peut-être avec le pays d'origine, soit trouvée. Et ça ne se fait pas en un clin d'œil. Au niveau fiscal, enfin, eh bien, le décès ouvre une succession, uniquement aux États-Unis, en France et aux États-Unis, oui, les deux. Chaque cas est particulier, quoi. Ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre plusieurs années. Donc ça, c'est quelque chose à anticiper également. En termes de solutions, voilà, puisque j'avais quelle solution pour protéger ma famille? Alors, on peut penser naturellement à l'assurance vie. L'assurance vie avec deux grandes familles de produits. L'objectif commun, c'est de verser un capital aux proches dont les intérêts serviront à remplacer le revenu de la personne disparue ou à rembourser certaines dettes. Pour schématiser, vous avez d'une part ce qu'on appelle les term life, qui fonctionnent un peu comme une assurance automobile. Donc, on est couvert pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, quelquefois. Cette formule, elle est financièrement très accessible, mais elle ne permet pas la constitution d'une épargne. Puisqu'on est dans le domaine de la santé, il faut savoir que ce type d'assurance, sous certaines conditions, peut avoir un avantage particulier, sachant que l'on peut débloquer l'essentiel du capital d'essai de son vivant pour les personnes qui, malheureusement, sont en fin de vie et auraient besoin de moyens financiers supplémentaires. L'autre grande famille de produits, ce sont les Permanent Life Insurance, et très souvent la Whole Life, qui permet de cumuler l'épargne et l'assurance. Donc ça, c'est aussi très, très commun, c'est beaucoup plus cher, mais ça a l'avantage d'être aussi un outil d'épargne. Toujours dans l'optique de la santé, les Whole Life permettent parfois de compléter par des options des revenus, enfin offrent une prestation en cas de besoin de long-term care, c'est-à-dire de besoin quand on est âgé d'aide et de santé. Donc ça, c'est un point à considérer. Une remarque à l'intention des chefs d'entreprise. Donc, je suis chef d'entreprise, que dois-je prévoir pour moi, pour ma société, pour mes employés? Alors, les entreprises comme les personnes peuvent avoir des accidents de parcours. Ça peut être la retraite anticipée du dirigeant, ça peut être la perte d'un associé, d'une personne clé dans l'entreprise. Donc, imaginez par exemple que votre partenaire décède brutalement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Qui va racheter les parts? Comment? Est-ce que vous voulez comme remplaçant son épouse ou le beau-père? Pas forcément. Donc ça se prépare avec des avocats d'affaires et différentes solutions en termes d'assurance. L'objectif de toutes ces solutions, c'est de limiter les conflits, de conserver les clients, de conserver la valeur de l'entreprise sur le long terme. J'en ai terminé avec la partie numéro 3 pour passer très brièvement aux documents légaux. Alors, il y a certains types de documents légaux qui sont liés à la santé. Une nouvelle fois, je vous invite à prendre conseil avec, d'une part, votre notaire en France, un notaire spécialisé dans l'international, et puis un estate planning attorney aux États-Unis. On peut, dans le cadre de la santé, cibler quelques
quelques solutions. Par exemple, le Living Will. Alors, le Living Will, c'est un document qui définit le type de soins que vous souhaitez recevoir si vous n'êtes plus en mesure de communiquer avec l'équipe médicale ou avec vos proches. Peut-être parmi vous, certains se souviennent de la triste histoire Vincent Lambert. C'est un jeune infirmier motard qui a eu un accident et qui s'est retrouvé dans le coma, et la famille s'est déchirée, ne sachant quelle décision prendre entre un prolongement des soins ou l'arrêt des soins. On évoque aussi le Power of Attorney. Donc, ce Power of Attorney, c'est une autorisation délivrée à un proche pour prendre des décisions à votre nom en matière de finances et de santé. Pour les enfants, comme je l'ai mentionné également, vous pouvez avoir recours au guardianship qui permet de déterminer quelles personnes et sous quelles conditions s'occuperont des enfants mineurs en cas de disparition des deux parents. Tous ces documents, ce ne sont pas des assurances, mais ça apporte un avantage, un étage supérieur, supplémentaire à la protection de votre entreprise. Pour terminer, on a un petit peu évoqué le sujet, c'est un sujet qui nous touche tous, c'est le long-term care ou le besoin d'aide et de soins quand on est âgé. Alors, ça soulève deux problèmes. Le premier, c'est qu'on a tendance à sous-estimer le risque de dépendance, comme on l'appelle. Et suivant la sécurité sociale américaine, 70% des personnes de 65 ans et plus auront besoin, un jour ou l'autre, de soutien et d'aide médicale. Et le deuxième point, c'est qu'on sous-estime les besoins financiers. L'étendue des besoins et les coûts sont très, très variables entre le type d'établissement, entre l'état dans lequel on vit, entre la condition de la personne. Mais d'après mes recherches, le coût peut varier de 4 000 $ par mois jusqu'à plus de 12 000 $. Donc, ça assèche un patrimoine très, très vite. Et la question, c'est qui va financer? Comment? Est-ce que vous souhaitez laisser cette charge à vos proches, à vos enfants? Donc, toutes ces questions, à mon avis, s'intègrent dans la perception globale de la santé sur le long terme. Merci beaucoup, Olivier. Très intéressant. Et donc, merci beaucoup d'avoir participé. Donc là, je te dis ça à toi, mais bien sûr, c'est le cas aussi pour vous, Isabelle et Sophie. Alors, on va passer justement aux questions. Je vais afficher en même temps un petit… hop. Voilà, donc vous pouvez retrouver ici les adresses email de nos intervenants. Donc, voilà, vous pouvez les contacter, hein, n'hésitez pas. Et donc, tout de suite, on passe aux questions. Alors, c'est bizarre, je ne peux pas voir les questions en même temps que je partage mon écran, ce qui est du coup problématique. Hop, là, je vais arrêter de partager pour le moment. Alors, première question que nous avions eue. Alors, la première année de l'expatriation, est-ce qu'il est plus judicieux de prendre la CFE et une mutuelle française que de prendre une mutuelle américaine? Je ne sais pas qui va répondre à cette question. Je vous laisse. Je pense que Sophie, peut-être, tu peux dire quelques mots là-dessus. OK, so, en parlant des mutuelles françaises, donc si vous avez une assurance française avec une mutuelle qui va fonctionner ici aux États-Unis, pourquoi pas? Vous pouvez avoir cette assurance jusque peut-être, une fois que vous savez que vous êtes bien installé ici, vous pouvez justement l'acheter quand arrive la fin de l'année et the open enrollment est ouvert. Mais je ne veux pas me prononcer sur la France. Je sais que vous pouvez avoir une assurance médicale en cas de voyage, mais si vous déménagez définitivement, je ne sais pas maintenant comment fonctionne l'assurance française aux États-Unis. Donc, si vous savez que vous allez rester, c'est quand même plus sûr d'avoir une assurance américaine et de commencer cette assurance aussitôt possible. Merci Sophie. Je peux me permettre quand même de répondre, c'est important là. On a quand même beaucoup de gens qui viennent que 1 ou 2 ou 3 ans.
Il y a des assurances expatriées de différentes compagnies en fait qui fonctionnent plutôt bien et qui ne répondent pas aux mêmes normes avec des franchises déductibles et out of pocket, voilà, qui ressemblent plus comme la France. Par contre, le prix est le même, quoi. Voilà. Et après, je suis d'accord avec Sophie, sur le long terme, c'est quand même mieux, ne serait-ce que pour les médecins, quand on a une assurance expatriée, c'est toujours compliqué de se faire rembourser de toute façon à un moment donné, quoi. Ils ne comprennent pas, voilà, pour la facturation, comme rien n'est automatique, ils doivent demander une facturation à des entreprises qui ne connaissent pas, donc ça peut être compliqué. Voilà. La Merci, CFE Alexandre. est un copier-coller de la sécurité sociale au niveau des remboursements. Oui, non. Donc, en fait, ça remboursera qu'une toute petite partie parce que ce sera basé sur les prix du système français, c'est ça? Non, 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 non. Là, on parle d'une assurance expatriée. Donc, prenons à prix l'assurance, ça va rembourser tout. On peut prendre une assurance expatriée plus la CFE. Prendre la CFE tout seul pour venir aux États-Unis, c'est suicidaire à ce niveau-là parce que vous serez remboursé de 22 € pour 150 $ de visite. Voilà. Donc, voilà. Non, c'est vraiment la CFE, c'est pas pour les États-Unis, ça sera jamais pour les États-Unis. Voilà. Et pour les assurances expatriées, vous avez toujours une catégorie spéciale États-Unis. Parce que les prix sont, voilà, faut pas venir aux États-Unis pour se faire soigner, ça c'est sûr. Alors, autre question, et ça, je pense que Olivier, peut-être tu pourrais prendre la parole là-dessus. Est-ce qu'il existe des courtiers qui peuvent s'occuper de toutes nos assurances, à savoir donc santé, business, médical, assurance décès, comme on en a parlé aussi? Je dirais que les choses sont tellement complexes et spécifiques que ça paraît difficile. Moi, mon conseil, c'est de contacter des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine, parce que tout traiter me paraît quand même difficile, voire impossible. Merci, Olivier. Est-il possible de s'expatrier aux USA quand on a une maladie? Isabelle, je ne sais pas si tu as quelque chose à… Ben, oui, mais il faut être conscient de ce que ça implique, quoi. Il faut être bien assuré et voilà, quoi. Donc, c'est possible, mais en prenant beaucoup de Et précautions, notamment sur l'assurance à l'avance. oui, et puis de toute façon, je pense que Sophie est d'accord, une des avancées de la loi Obamacare, c'était d'accepter tout le monde, même s'il y avait des pre-existing conditions. Donc, c'est possible. Maintenant, les soins sont de qualité, mais il faut savoir à quoi on s'expose, quoi. On vous entend pas très mal, Isabelle. Pardon? On vous entend très mal. Ah, pardon. On vous entend très mal. Donc, je disais, vous m'avez entendu, je disais, on peut le faire, mais il faut savoir à quoi s'attendre en termes financiers, quoi. Donc, et être bien assuré. Merci, Isabelle. Et du coup, j'ai une autre question qui était directement adressée parce qu'on a effectivement parlé de la nourriture. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la qualité de l'eau ici? Oui, ben oui. Ben, la qualité de l'eau, elle est inégale sur le territoire. Elle va dépendre un petit peu des terrains. Elle va dépendre si vous êtes près d'un champ, enfin si l'eau captée est proche d'un champ, enfin d'agriculture, etc. Donc elle va être très différente d'un endroit à l'autre et elle peut, enfin moi enfin je l'ai pas mal étudié, c'est qu'il faut savoir ce qu'on a dans l'eau et filtrer son eau. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y ait une eau sur le territoire américain qui soit vraiment d'excellente qualité. C'est pas possible. Enfin, voilà. Donc, Autre question, et là, du coup, Olivier, je pense que je vais pouvoir relayer ça sur toi, mais où peut-on acheter une disability insurance? Il y a beaucoup d'intervenants et d'entreprises qui proposent ça sur le marché. Donc, le choix est vraiment très, très large. Moi, je conseille de se rapprocher d'entreprises qui sont là sur le marché depuis très, très longtemps. Et ensuite, la proposition se fera en fonction de votre âge, en fonction de votre activité professionnelle, des options et des couvertures que vous souhaitez. Merci, Olivier. Et du coup, alors, je ne me trompe pas s'il me semble que je dis que la compagnie pour laquelle tu travailles, d'ailleurs, fait ça, hein.
Donc, tu es toi-même compétent en la matière, etc. Donc, si c'est quelque chose que vous recherchez, je vous invite à prendre contact avec Olivier. Juste avant la fin, je vais réafficher les adresses email de tous nos panélistes. Hop, alors, autre question. Alors, peut-on faire soi-même un living will ou doit-on passer par un estate planning attorney? Ou y a-t-il encore d'autres solutions possibles? Ok, le sujet. Je le répète, hein, je suis pas avocat. Par expérience, on trouve beaucoup de choses sur Internet, mais je ne prendrai pas cette option. J'irai vraiment voir un professionnel qui prendra en compte votre situation et vos projets, même si le coût est plus élevé, quoi. Parce qu'il y a un point qui est également important à considérer, c'est la cohérence entre ce que vous mettez en place aux États-Unis et en France. C'est pour ça qu'avoir un interlocuteur en France également est quelque chose d'utile. Parfait. Écoutez, alors je ne sais pas si vous voyez aussi le chat. On a beaucoup d'autres questions. Je ne pense pas qu'on pourra toutes les couvrir, mais si vous en avez vu effectivement qui vous ont sauté aux yeux, il y a par exemple une question là que je vois qui a été posée tout au début. Que pensez-vous de Walgreens? C'est ça, je pense que Isabelle, c'était justement lors de ton passage. Il peut y avoir beaucoup à dire là-dessus. Bah, Walgreens, c'est une pharmacie, une pharmacie. Voilà, on y trouve des médicaments OTC, over the counter, et puis au fond du magasin, il y a la pharmacie. Donc c'est comme CVS, c'est comme voilà, c'est un endroit où on trouve des médicaments, je dirais. Ils ont aussi des minutes cliniques. Donc, ça a pas, voilà, c'est surtout. J'ajouterais là-dessus que il n'y a pas vraiment, enfin, quand on compare CVS, Walgreens, bon, c'est deux pharmacies qui sont plus ou moins égales. Mais si vous avez une assurance médicale, dépendant de la pharmacie, le prix du médicament peut être un peu peut différer. Donc, c'est important aussi de voir le coût des médicaments. Donc, je dirais peut-être qu'avec Walgreens, il y a peut-être de meilleurs prix en général, mais bon, c'est assez aléatoire ce que je dis, hein. Bon, enfin, c'est quelque chose aussi à savoir. Les prix des médicaments ne sont pas les mêmes dans Pharmacie à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un état à l'autre. Voilà. Donc c'est vraiment très particulier. Ouais. Alors, dernière petite question qui vient d'être posée par Jonathan. Existe-t-il des assurances juridiques, par exemple, pour couvrir les frais d'avocat en cas de litige, donc accident de voiture, le non-paiement d'un client, etc. Et ça, je ne sais pas qui peut y répondre. Peut-être Olivier, je ne sais pas si tu veux t'aventurer sur ce sujet. Oui, il existe. Alors, il y a une particularité ici, c'est que le risque de poursuite judiciaire est quand même très, très important, hein. Si vous avez des enfants, si vous avez une voiture, une piscine, une maison, même si vous sauvez quelqu'un de la noyade, vous pouvez être potentiellement poursuivi, quoi. C'est assez particulier, mais c'est comme ça, quoi. Donc, il faut bien vérifier le montant, la qualité des couvertures que vous avez pour la maison, pour l'automobile. Et quelquefois, quand ça ne suffit pas, il est possible de souscrire ce qu'on appelle des umbrella policy qui vont compléter ce que vous avez mis en place, mais ça, ce n'est pas mon domaine. Je le donne à titre indicatif, quoi. Merci beaucoup, Olivier. Écoutez, alors j'ai vu d'autres questions dans le chat, mais on n'aura pas le temps de tout couvrir. Je vous invite donc à prendre contact directement avec nos intervenants. On enverra de toute façon un email à tous les inscrits à la fin avec les contacts, encore une fois, de chacun des intervenants. Merci à tous, en tout cas, Isabelle, Sophie et Olivier. Ce fut un plaisir de vous avoir comme intervenant aujourd'hui. Merci à vous. Donc, comme d'habitude, ce webinaire fut organisé par la FAPCO et la FRAMCO. Pour rappel des prochains événements, alors la FRAMCO a de son côté un webinaire le 25 mai qui porte sur USA mode d'emploi avec un avocat qui était le premier avocat recommandé par le consulat à Miami. Et sinon, alors des deux côtés, de côté FAPCO et FRAMCO, le prochain événement en personne sera pour Bastille Day, le 14 juillet. Du côté de la FAPCO, alors le lieu n'a pas encore été dévoilé, mais ce sera en présence de Patrick Baudry, qui était l'un des premiers spationautes français. Du côté de la FRAMCO, ça se passera à Treasure Island, qui est un tout petit peu au sud de Saint-Pete, il me semble. Les registrations ne sont pas encore ouvertes pour les deux événements, mais
ça ne saurait tarder. Et de toute façon, on vous enverra des petits emails pour vous tenir au courant. Merci encore à tous. Merci à Sylvain qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt. Alexandre aussi, merci d'être présent. Et puis, ce fut un très bon webinaire. Merci à tous et donc à très vite pour le prochain. Merci, au revoir. Bye bye.